Zéro transmission de VIH en 2030. C'est l'objectif de Vers Paris sans sida, une association créée par la ville de Paris en 2016 qui met en place des actions concrètes et inclusives pour promouvoir la santé sexuelle en Île-de-France. Nous retrouvons aujourd'hui Élodie Aina, spécialiste de la communication en matière de santé publique et directrice de Vers Paris sans sida. Élodie Aina, bonjour. Bonjour. Cette année marque l'anniversaire des 40 ans de la découverte du VIH. Comment les discours autour du VIH ont-ils évolué par rapport au début de l'épidémie dans les années 80 ? Une des avancées majeures qu'on a fait, c'est que quand on communique sur le VIH, on tient toujours compte de la réception de ce message par les personnes séropositives parce qu'on sait que c'est avec elles qu'on pourra arriver à la fin de l'épidémie. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure par rapport au tout début de la communication. Bon, la grande évolution qu'on peut noter aussi, c'est en termes de cible de communication. C'est-à-dire qu'au début, on travaillait surtout sur les jeunes et sur le grand public hétéro. C'est-à-dire qu'on a présenté le VIH comme une maladie qui pouvait toucher tout le monde. Parce que, du fait probablement de cette gêne, de cette prise de parole des pouvoirs publics sur la sexualité. Donc c'est une très bonne chose qu'on ait communiqué notamment sur le préservatif auprès des jeunes, parce que c'est au moment de l'entrée dans la sexualité qu'on doit prendre de bonnes habitudes. Les études montrent que plus on utilise le préservatif tôt dans sa vie, plus longuement on l'utilise dans sa vie sexuelle. Donc c'est bien qu'on l'ait fait. Néanmoins, le VIH ne touche pas le grand public. Ça n'est pas une épidémie généralisée comme le Covid, par exemple. C'est une épidémie qui touche certains groupes dits marginalisés, notamment au début de l'épidémie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, l'évolution, c'est qu'on ne fait plus de communication grand public, on fait de la communication ciblée auprès de ce qu'on appelle les populations clés. Donc beaucoup de gens disent on ne fait plus de communication sida. Non, c'est juste que vous faites pas partie de ces populations clés, donc vous n'êtes pas exposé au message. Okay. Est-ce qu'il y a encore des freins ou des tabous dans la communication quand on communique autour de la sexualité ou du VIH ? Oui, bien sûr, il y a des freins. Alors, bon, nous, nos freins, on va dire un peu techniques en termes de communication, c'est de faire attention à la stigmatisation. C'est-à-dire que quand on s'adresse aux populations clés et que cette communication a une visibilité grand public, il faut faire attention de ne pas s'adresser aux migrants et aux hommes gays, par exemple, et d'installer dans la tête du grand public une équation entre VIH et personnes gays ou VIH et migrants. Donc nous, nos enjeux, nos freins, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire comment faire pour avoir des messages qui s'adressent au plus près de ces publics sans rajouter à la discrimination dont elles sont déjà victimes dans la société. Et à propos des publics marginalisés dont vous parliez, donc les travailleurs, les travailleuses du sexe, les usagers de drogue, les migrants, comment réussissez-vous à communiquer en ciblant ces personnes-là, ces publics-là, au plus près? Alors nous, on est animés par le principe du forest bias, pardon. Donc c'est un principe qui consiste à communiquer avec et pour les publics. C'est-à-dire que notre secret, en quelque sorte, mais c'est une évidence en fait, c'est d'inclure les publics ciblés dans notre processus de communication. Donc on va les inclure dans la conception du dispositif de com. Si par exemple on fait, je sais pas, un roman photo par exemple, pour la rédaction des scénarios, on va inclure les personnes auxquelles on s'adresse. Par exemple, si c'est un roman photo pour les migrants, il y aura des Africains dans le team créatif. Ensuite, pour le casting, c'est pareil, on va représenter les personnes de manière la plus valorisante possible pour qu'ils puissent se sentir destinataires, et puis aussi parce que en communication, on essaie toujours d'avoir des modèles un peu aspirationnels, qui nous représentent mais qui font aussi envie, on va dire. Et de la même manière, pour la diffusion, on va s'appuyer sur la consommation média précise de nos cibles. Donc si on communique en direction des hommes gays, par exemple, on peut communiquer sur Grindr, qui est l'appli de rencontre la plus consommée par les hommes gays. Vous avez créé une web-série qui s'appelle Les Bonnes Nouvelles, qui est disponible sur YouTube. Donc, j'ai pu remarquer que la fiction fait partie des outils de communication que vous utilisez pour sensibiliser. Pourquoi le choix de la fiction? Quelle est la valeur ajoutée de la fiction dans la communication? Alors, la fiction,
C'est un outil qu'on utilise surtout pour soit les migrants subsahariens, soit les publics des DOM. Pourquoi? Parce que, alors surtout chez les migrants subsahariens, donc, qui sont particulièrement touchés par l'épidémie, on utilise la fiction un petit peu comme, on va dire, comme support à la diffusion de messages de prévention, c'est-à-dire que la fiction va permettre de dépeindre une situation à risque, et puis de montrer en quelque sorte le bon comportement. Bon, je schématise un peu, mais c'est ça l'idée, et de délivrer notre message de prévention. Donc ça permet déjà d'éviter d'être boring, c'est-à-dire que si on prend une brochure et qu'on dit alors le sida c'est ça se transmet comme ça se prévient comme ça, bon, c'est un dépliant qui tombe des mains et que personne ne lit. Donc là, ça permet d'appâter le chaland en quelque sorte, de l'emmener, d'amener la personne dans une histoire dans laquelle elle va se reconnaître, de suivre un petit peu les péripéties que vont vivre les personnages, et donc d'être exposé à l'information de manière un peu ludique. Bon, ça permet aussi de dire les choses, de parler de sexualité sans le faire de front, parce que le public subsaharien peut être choqué quand on parle de sexualité de manière trop directe. Donc là, on va utiliser des métaphores. Alors on s'appuie beaucoup sur le travail des médiatrices en santé, des associations qui font des interventions de terrain. Donc elles savent que quand elles vont dans un lieu, par exemple dans un foyer de travailleurs migrants, elles ne vont pas commencer par parler de sexualité comme ça. Elles vont parler de santé, de bilan de santé, puis elles vont parler des rapports hommes-femmes, puis elles vont venir sur la sexualité. Hein. C'est une approche un peu en entonnoir. Bon, bah, la fiction, ça permet de faire ça. Ça permet, par exemple, quand on parle de plaisir, de dire oui, tu as senti l'électricité, par exemple, ou quand on parle de coït, elles vont dire oui, alors quand le monsieur est là et qu'il fait nation, porte dauphine, nation. Bon, c'est des images comme ça qui permettent de dire les choses sans forcément les nommer, mais qui font quand même passer le message. J'étais interpellé par la phrase de présentation de votre page Instagram, la page Instagram de votre association qui s'appelle Dr Naked. Et je vais citer la phrase, c'est « l'éducation sexuelle que tu n'as pas eue à l'école ». Oui. Quelle est la différence? Donc, quelle est la différence par rapport à ce qu'on enseigne à l'école? Alors bon, d'abord, on n'enseigne pas grand-chose à l'école, il faut le dire. L'éducation sexuelle, bon, enfin, je veux dire... Il y a très peu de cours qui sont faits, c'est pas fait partout, c'est pas toujours fait par des personnes compétentes. Et puis les sujets qu'on aborde, on va aborder les aspects physiologiques, c'est-à-dire oui, ton corps change, tu vas avoir des poils, de la barbe, des seins, etc. Bon. Ensuite, on va parler peut-être de reproduction de manière assez scientifique. On va parler peut-être de contraception et puis de protection contre les IST. Voilà, c'est un petit peu l'angle qui est abordé. Bon, nous, on n'a pas du tout cette approche sur notre compte Insta. Bon, c'est un compte qui est destiné au public LGBT avec un cœur de cible homme gay pour des raisons épidémiologiques. Et on parle de sexualité comme on en parle dans la vie. C'est une sexualité qui est vraiment inscrite dans notre vie avec des questions que les gens se posent vraiment. C'est-à-dire des questions sur les pratiques, par exemple, sur la fellation, sur la sodomie, des questions sur, par exemple, le coming out. Aujourd'hui, il y a une injonction au coming out dans notre société. Il faut faire son coming out. Ben non, en fait. Si tu peux faire ton coming out, ben c'est bien. Si tu ne peux pas le faire, ben c'est bien aussi. Et pour conclure, une question peut-être provocante. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura plus de sida en 2030? Alors, c'est un objectif. C'est l'objectif de l'ONU-SIDA. Alors, c'est sur des territoires particuliers, donc c'est ce qu'on appelle les villes sans sida. Donc Paris fait partie des villes sans sida. C'est un grand mouvement aujourd'hui. Hein. Paris était la première ville sans sida. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui inclut plus de 350 villes. Hein. Et donc, en fait, cet objectif, il passe par une modélisation de l'épidémie qui est un petit peu complexe, mais que je vais essayer de vous simplifier. C'est ce qu'on appelle les 3,95. C'est-à-dire que notre objectif premier, c'est que 95% des personnes séropositives qui s'ignorent se fassent dépister. Ça, c'est le premier 95. Parmi ces personnes dépistées positives, 95% d'entre elles doivent être sous traitement. C'est le deuxième 95. Et parmi ces personnes sous traitement, 95% doivent être en charge virale indétectable. Quand on en est là, c'est la fin de la transmission. Alors, ce n'est pas la fin du sida, puisqu'il y aura toujours, comme je vous le disais, les traitements aujourd'hui ne permettent pas de guérir du sida. Donc, les personnes séropositives seront toujours là. Il y a un enjeu d'ailleurs sur la prise en charge, le vieillissement des PV-VIH, mais
les 3,95, aujourd'hui c'est ça, et c'est ce qui permettra de mettre fin à la transmission de l'épidémie. Voilà. Alors aujourd'hui à Paris, on est très bien sur les 2 derniers piliers, c'est-à-dire la mise sous traitement et la charge virale indétectable. Par contre, sur le dépistage, on est en retard. On a pris beaucoup de retard avec le Covid notamment. On n'a pas retrouvé après Covid le niveau de dépistage d'avant l'épidémie, enfin l'épidémie de Covid, je veux dire. Et donc, on a beaucoup de travail à faire, et c'est notamment de l'aller vers, où on va essayer d'aller là où les gens sont, en particulier les migrants et les populations gays, mais aussi les autres publics clés. C'est comme ça qu'on peut arriver au 3,95. Donc c'est un objectif, on reste mobilisé et on veut vraiment voilà, atteindre ce résultat pour 2030. Ok, merci Elodie Aina. Merci à vous.